Authentique et humaine, elle parle avec franchise. Elle traite l'information avec rigueur et efficacité. Une approche fraîchement moderne de l'actualité. Isabelle Maréchal. Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être là. C'est mardi 5 novembre et c'est journée d'élection aux États-Unis. Ce sont des élections présidentielles, notamment parce que les Américains, nos voisins, auront aussi l'occasion de voter pour plein d'autres choses, entre autres la Chambre des représentants, le Sénat. Bref, c'est compliqué. Pour eux, il y aura beaucoup de coches à mettre sur le ballot, comme ils disent. Mais ce qui nous intéresse plus particulièrement, nous ici, Québécois, c'est comment vont-ils voter, dans quel état d'esprit sont-ils? Parce que l'élection, tout le monde, je pense, se rallie à l'idée qu'elle est historique. Pourquoi? Pour plein de raisons. Et on va en discuter tout de suite avec des invités que je vais vous présenter. D'abord, notre ami chroniqueur, Fred Bastien, est avec nous. Bonjour, merci Isabelle. d'être là, Fred. Quelle journée américaine. Oui, voilà. Je t'ai demandé d'être là parce que tu suis beaucoup ce qui se fait aux États-Unis. Toujours. Comme moi, tu es un passionné de politique américaine. Et je voulais vraiment que tu nous ramènes aussi ce bruit qui nous parvient des réseaux sociaux. Parce que les réseaux sociaux aujourd'hui sont un média, je vous apprends rien personne, mais c'est important de voir qu'est-ce qui s'y dit parce que ça peut certainement nous indiquer vers quoi irait cette tangente. Je pense qu'on est tous conscients du fait, Fred, qu'aujourd'hui, ceux qui vont suivre les élections vont devoir se coucher tard parce que ça risque d'être très tardif comme résultat. Même se coucher tard ou se coucher tôt puis attendre quelques jours ou quelques semaines, là, c'est peut-être envisageable ce soir. J'ai très hâte de voir. On s'attend en fait à ce que des deux côtés, on ait envie de remettre en question le résultat si c'est très serré. Là, donc, de quelle manière? Puis c'est pas la première fois que ça arriverait. Là, pour les plus jeunes, là, l'an 2000, là, on pensait que Al Gore allait gagner, mais finalement, il y a eu un recomptage en Floride. Il y avait des feux d'artifice là, qui étaient partis pour Al Gore, là, puis finalement, on a dû tout recommencer et c'est George Bush qui a finalement gagné la présidentielle. Donc, ça arrive des fois des instabilités. Moi, ce que je trouve le plus important aujourd'hui et dans les prochaines semaines, c'est que peu importe ce qui arrive, il faut que la démocratie tienne le coup. Voilà. C'est ça le plus important. Voilà. Avec nous également, on voulait quelqu'un qui n'était pas un politicologue, mais quelqu'un qui connaissait bien, assez en tout cas, la politique et aussi la politique et le spectacle, parce qu'on le sait plus que jamais, cette campagne électorale aura été une campagne, certains l'ont trouvée bien divertissante. Oui, moi, je suis quand même de ceux qui la trouvent assez divertissante. J'avoue, pour toutes sortes de raisons, est-ce un divertissement? Est-ce que le divertissement aura été aussi glorieux? Moi, j'appelle ça mon Super Bowl. Ouais, il y en a qui ne rêvent que d'attendre un ballon. Moi, je ne rêve que d'attendre qui va dire une niaiserie à la présidentielle. Oh mon Dieu, t'as tellement eu le choix au cours des dernières journées. Alors, on a passé tout de suite à Yves Desgagnés, que vous connaissez bien, acteur, metteur en scène, réalisateur, passionné de politique. Et on se rappelle que Yves, à une certaine époque, merci d'être là, Yves, à une certaine époque, tu as même coaché Pauline Marois il y a quelques années. Mesdames et messieurs. Voilà. Alors, merci d'être là. Yves, comment tu as vécu cette campagne électorale? Parce que je pense qu'on l'a vécu, nous, ici au Québec. Hein? On peut pas faire autrement que de dire, et c'est vrai, on a été embarqués dans cette mouvance, des fois peut-être un peu trop. Oui, voilà. Tu m'arraches, Isabelle, les mots de la bouche parce que j'ai l'impression, à un moment donné, l'an passé, je me suis dit, coudonc, j'ai-tu manqué un bout de quelque chose? Est-ce qu'on est devenu le 51e État américain? Comment se fait-il quand j'ouvre la télévision, la radio et quoi que ce soit, on ne parle que de Trump et des élections américaines, alors que nous ne sommes pas américains? Et c'est ça que ça me prouve, cette campagne électorale. Et quand on se compare, comme on dit, on se console. Eh bien, c'est Pauline, elle disait souvent ça, d'ailleurs. Le Québec n'a rien à voir avec les États-Unis. Et malgré la belle chanson de Charles Bois, vivre ici, c'est comme vivre aux États-Unis. C'est vrai qu'au niveau de la consommation, on est comme les Américains, mais au niveau des valeurs, on est totalement à l'opposé. On est dans une société extrêmement différente, mais je ne comprends pas comment ça se fait que on nous donne l'impression que l'élection de Trump, bien sûr, le fameux 10% des douanes, etc., la fameuse économie qui est devenue le nouveau dieu mondial, mais je pense que le Québec a des valeurs totalement différentes de celles des Américains. Et oui, Isabelle, on regarde ça comme un spectacle, comme un divertissement. Donald Trump, pour moi, c'est un narcissique incroyable qui aime s'exhiber, tout simplement, puis jouer au golf et dire toutes sortes de niaiseries.
Ce qui m'inquiète, moi, c'est pas Donald Trump, c'est de voir qu'il y a des millions de personnes qui le suivent. Ça, c'est inquiétant. Parce que le personnage est plutôt divertissant. C'est un clown. Écoute, un clown jaune orange. Je vois pas pourquoi que ça nous menacerait. D'autant, et je vais terminer là-dessus, que je lis un peu partout que quand il a été élu en 2016, il n'a pas mis à exécution toutes ses menaces, puis ses promesses, puis etc. Il paraît qu'il était très paresseux, qu'il allait jouer au golf et que c'était les fonctionnaires qui géraient. Et puis son fameux mur, il avait été quand même initié par les démocrates. Les démocrates sont pas tellement mieux, là. Je vois pas pourquoi qu'on se réjouit tant que ça. Le protectionnisme est très fort chez les démocrates également. Donc, moi, ce qui me console, c'est que j'aime notre société. On est 50 ans en avant des Américains à plein de points de vue. L'avortement ne fait plus la manchette dans notre société. C'est là, Yves, le mariage du même sexe ne fait plus la manchette. On est vraiment 50 ans d'avance chez les Américains. J'aimerais que tu aies à ce point raison. J'aimerais ça que tu aies 150% raison. 150%, comme disent les ados. Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même quelque chose, un certain discours américain qui percole chez nous. Puis on le voit, je pense, sur nos réseaux sociaux. On le voit quand même. Tu sais, tu dis l'avortement, ça fait longtemps que c'est réglé. J'aurais quasiment envie de te dire, Yves et Fred, je t'interpelle aussi, j'aurais envie de vous dire à tous les deux, puis je pense que les auditeurs, d'ailleurs, je pense que le voient aussi, ce discours sur l'avortement de droite, d'extrême droite, revient chez nous tant à... Tu sais, il y a comme un courant, ça revient dans la discussion alors que c'était réglé. On n'est pas à l'abri de ça, bien sûr. Ouais. Mais Fred va dire ce matin que 12%. Excusez-moi, oui, allez-y. Fred, puis après Yves, oui. Avant de plonger un peu dans cette espèce de bocal dans lequel le Québec est, le Québec est pas non plus dans le vide. Là, on est quand même voisin de puissance mondiale. On a quand même... moi aussi, j'adore notre société. Là, je suis tellement d'accord avec vous, Yves. Mais je suis pas certain qu'on a des valeurs si totalement différentes des États-Unis que ça. Si on commence à comparer avec d'autres endroits dans le monde, par exemple. Oui, là, c'est vrai. Là, les hauts sont beaucoup plus hauts aux États-Unis, les bas sont beaucoup plus bas aux États-Unis, puis les contrastes et peut-être l'extrémisme est plus fort. Cela dit... On est quand même dans une société modérée, si je peux t'interrompre, mon ami. Complètement. Les extrêmes, oui, ils existent. Aussitôt qu'ils se manifestent, les extrêmes, je tiens à dire ceci, le monde décroche. Et j'en ai pour preuve la future élection de Poilievre. Poilievre, là, qui a un discours des fois un peu tonique, un peu à la Trump, puis envoie donc pour bousculer, puis les valeurs. Il n'y a plus un Québécois qui embarque là-dedans. Là. Il ne se fera pas élire à cause de nous, ce cher Poilievre. Je me rassure, mon cher. Pour ça, je trouve qu'on est chanceux, puis notamment, on est chanceux au Québec d'avoir un bon système d'éducation publique, puis un bon système de santé publique aussi. Puis ça, je pense que ça aide beaucoup à éviter la surpolarisation, puis l'extrémisme qu'on voit aux États-Unis. Ça, là-dessus, je suis extrêmement reconnaissant de ça. Je suis aussi d'accord là, que le dieu mondial, c'est l'économie. Mais cela dit, notre économie est liée à celle des Américains, et même l'économie du monde est liée à celle des Américains. Complètement. Donc on peut pas non plus... 70% de notre exportation s'en va aux États-Unis. Bien sûr qu'on est complètement à eux. Exact. Puis aussi encore au protectionnisme, ça va pénaliser qui? Les Américains, les consommateurs américains. C'est ça, en réalité, qui ne toucheront pas le bonheur d'avoir des produits québécois à juste prix. C'est vraiment les Américains qui paieront le prix. Mais Isabelle, je veux parler quand même de l'égalité homme-femme aussi. Oui, on va y venir. Yves, oui, tout à fait, on va y venir. C'est un très, très bon angle. Puis tu me permettras de donner nos numéros de téléphone parce que j'ai des gens qui me textent d'ailleurs, qui interviennent dans notre discussion. Alain, entre autres, de Saint-Jérôme, qui dit effectivement, t'as raison Isabelle, je suis camionneur. On salue tous les camionneurs. Bonjour. Et on entend plus parler des élections américaines au Québec qu'aux États-Unis. Là-bas, Trump est aimé. Et au Québec, les journalistes passent leur temps à le démolir. Mais je sais pas si on le... En tout cas... c'est un sujet de fascination. Moi, j'avoue, je suis fascinée par le personnage par moment. Il y a quelqu'un d'autre, Brandon, qui m'écrit, moi, je suis un fidèle auditeur, mais là, soudainement, j'avoue que je suis bien tannée de vous entendre bâcher sur Trump sans arrêt et même que, finalement, vous passez votre temps à le descendre tout le temps. Arrêtez donc, vous allez voir les Américains, c'est eux qui ils vont voter pour Trump. Alors, voyez-vous, nous avons des Trumpistes à l'écoute et on les salue. Moi, je suis
je suis pour la démocratie. La démocratie, Oui. là, c'est que tu peux avoir ton opinion, puis tu peux en débattre. Tu comprends? Puis il n'y a ouais. personne qui a la vérité. Complètement. Mais bon. Puis une phrase, je serais curieux d'entendre Yves, parce que Yves disait que Donald Trump est un clown, puis lui-même a un peu assumé le côté humoriste de sa campagne. On le sait, lorsqu'il est allé voir Joe Rogan, par exemple, il disait, pour faire ce métier, ça prend une attitude d'humoriste. On sait à quel point il aime divertir. Donc, c'est un clown, mais c'est peut-être un clown qui peut devenir efficace, là. Oui, non, ça, bien ça, sûr, ça serait un beau totem, clown efficace. Mais bon. En même temps, tu disais... Oui, Yves, tu disais tout à l'heure, l'égalité homme-femme, c'est une valeur qui nous différencie des Américains. Et là, moi, je disais tout à l'heure en chronique avec mon collègue Mario Dumont dans l'émission du matin, pour moi, cette élection pourrait être la première élection, c'est pour ça qu'elle est historique à mes yeux, première élection féministe de l'histoire des États-Unis. Alors, c'est là qu'on va avoir un méchant test, ma chère Isabelle. Ouais. C'est là qu'on va voir si c'est un mythe ou la réalité et la solidarité féminine. Ouais. Parce que là, les femmes américaines ont entre les mains le pouvoir actuellement. Et moi, j'ai adoré les publicités très comiques, là, au fond, des femmes qui votent contre leur mari, là, Oui, on l'a, cette publicité. Veux-tu qu'on on va la faire entendre à nos auditeurs et auditrices, parce que cette publicité que vous avez peut-être déjà vue, mais quand même, évidemment, elle a un peu roulé depuis les dernières heures chez nous, parce que c'est vrai que, d'abord, elle est bien faite, et en même temps, il y a une espèce de petit clin d'œil humoristique féminine, justement. Mais ce que ça dit aussi, cette publicité, c'est vous êtes indépendantes, mesdames. Oui, vous pouvez penser par vous-même. Vous n'êtes pas obligé d'avoir votre mari qui vous dit comment voter. On va écouter la publicité. Your turn, honey. In the one place in America where women still have a right to choose, you can vote any way you want. And no one will ever know. Did you make the right choice? Sure did, honey. Ah, tu vois, moi, j'adore la fin. Le mari qui lui dit, puis, t'as-tu fait le bon choix, ma chérie? En voulant dire, j'espère t'as pas annulé mon vote. Puis elle, qui le regarde, qui dit, oui, t'inquiète pas. Ah, je trouve ça fabuleux. Non, c'est très bon. C'est là, moi, je me dis que c'est le grand test de la soirée. Je pense vraiment, et je le répète, que les femmes ont le pouvoir de changer les choses aujourd'hui même aux États-Unis. Qu'est-ce qui se dit sur les réseaux sociaux là-dessus? Tu vois ça, Oui, Fred? mais c'est fascinant de voir que cette publicité-là, et moi aussi je suis d'accord, elle est très habile, elle a vraiment fâché plusieurs républicains. Là, sur Twitter, on l'a dit, c'est un média social qui a un giron politique un peu plus à droite. Beaucoup d'usagers ont tenté de ridiculiser un peu cette publicité-là. Moi, ce que je trouve fascinant, c'est que cette publicité-là, c'est simplement factuel. Écoutez la narration, là, on dit simplement des faits, là, on a le droit de choisir pour qui voter, puis c'est un des seuls espaces d'anonymat encore. Puis si énoncer des faits comme ça est controversé, ben voilà le pouvoir de cette publicité de démontrer aux gens que oui, la pensée critique, ça appartient à tout le monde, puis incluant les femmes, bien sûr. Puis c'est ça l'idéal démocratique, n'est-ce pas? C'est de ne pas se laisser imposer un choix par la pression des autres, mais de choisir pour qui on vote. Et, ironiquement, il y a des gens qui pourraient choisir de voter pour Trump pour les mêmes raisons, en se disant, tout mon entourage pense que c'est le démon, mais moi, je crois qu'il peut réussir à, par exemple, alléger la lourdeur de l'appareil gouvernemental, donc je ne le dirai pas à mon entourage et je vais aussi voter pour lui. Puis c'est pour ça, entre autres, que cette élection est tellement difficile à prévoir, là, au-delà des états clés. Même, tu sais, on le voyait en 2016, on le voyait en 2020, mais là, je pense que c'est plus vrai que jamais. Je pense que les gens sont gênés de dire pour qui ils vont voter. Même en fin de semaine, j'ai croisé des Américains, j'étais à Toronto, puis il y avait une espèce de « j'ai voté, mais je vous dis pas pour qui, parce qu'on veut pas partir dans des grosses conversations présentement. » Mais t'as vu Angela Price? Oui. La femme de Carrie Price. J'allais le nommer, Angela Price, effectivement. Qui a dit qu'elle avait, sur les réseaux sociaux, elle a dit qu'elle avait voté pour Donald Trump et elle a eu reçu vraiment un char de mauvaises... oui, vraiment des critiques assez vertes et elle était étonnée de voir, elle a déploré ça parce qu'évidemment, il y a toujours des gens qui dépassent les bornes. Et c'est sûr que quand tu dis pour qui tu votes, souvent, tu as une personne sur deux qui ne vote pas comme toi. Là. Mm-hmm. J'ai lu aussi ce matin, et je ne sais pas si c'est corroboré, mais qu'il y avait seulement quand même, faut pas venir fou, 12% des Québécois qui étaient pro-Trump. 12%. On n'appellera pas la police. Mais j'aimerais parler d'une autre chose, s'il vous plaît, Isabelle. Oui. D'une chose qui, moi, m'affole encore plus que tout quand je regarde les Américains et l'élection américaine, c'est l'intégrisme religieux. Ouais.
Alors ça, c'est quelque chose qu'on n'a quand même pas. On est quand même dans une société laïque, quoi qu'on en dise, puis quoi qu'on fasse, et même les Québécois sont prêts à renforcer la loi 21. Mais à toutes les 2 secondes, le God bless you, puis God ici, et Trump dit qu'il est un envoyé de Dieu. Les citoyens américains pro-Trump disent que c'est Dieu qui leur a envoyé, qu'il est un demi-dieu, et constamment on parle de Dieu dans la politique américaine, et même Kamala Harris. Mais aussi, qu'est-ce que c'est que ça? Alors qu'on reproche souvent à la communauté musulmane de faire du Dieu politique, et ils sont pas tellement mieux, ils n'ont pas à critiquer les Américains. Moi, l'intégrisme religieux américain m'effraie plus que tout. Une nation sous Dieu, hein? One nation under God, c'est quand même c'est dans leur idéologie, dans leur manière d'interagir avec le monde. Puis ça, leur croisade religieuse et le fait que c'est la police du monde, c'est 2 autres bonnes raisons de suivre cette élection, parce que on sait qu'il y a des conflits en Russie, au Moyen-Orient, mais présentement là, si on voit le globe comme étant un groupe de gens là, qui sont les policiers de la planète, ben c'est les Américains là. Donc et il y aura une différence entre ces 2 candidats. Tu sais, on disait que c'est vrai que parfois on change un peu la couleur de l'Amérique, rouge-bleu, il y a quelques enjeux assez importants, mais après ça, l'Amérique, c'est l'Amérique, là, ça va continuer d'être une grosse business, là, tu sais. Mais dans certains conflits internationaux, la méthode Trump est très, très différente de la méthode Harris, et ça pourrait avoir un impact. Notamment, c'était intéressant, quand Joe Rogan a interviewé Donald Trump, il lui a parlé de cette manière de négocier avec les leaders mondiaux et la méthode peut-être démocrate, plus traditionnelle, démocratique, l'équipe qui se penche sur une solution est très contrastée avec celle de Trump qui joue plus à l'homme fort et qui espère inspirer un peu de crainte dans les cœurs de ses rivaux. Et ça marche d'ailleurs. Ce qui semble avoir fonctionné en tout cas, comme Dieu. Comme Dieu. On craint Dieu, t'as bien raison. On craint Dieu et le groupe punk Bad Religion qui chantait American Jesus, et ben nous aussi on avait Ferland qui chantait God is an American. Oui. Donc on est encore pognés là-dedans, mesdames et messieurs. God is an American, on pourrait ressortir ce tune-là aussi, tiens, puis vous la faire jouer d'ici la fin de cette Isabelle, discussion. si vous me permettez aussi, je trouve ça très grave ce qui se passe. Une autre chose en terminant, si je peux me permettre. On termine pas encore, arrête de dire en terminant, c'est pas fini. Là. On en veut plus encore, Yves, on t'écoute. Je veux pas écœurer le monde avec mes histoires, mais moi je trouve qu'il y a une encoche très très grave. S'il y a un peuple au monde qui font la leçon sur la fameuse démocratie, c'est bien les Américains qui pointent du doigt tous les pays qui ne pratiquent pas la démocratie. Et ils sont les premiers à la trahir, à la détruire, cette démocratie-là. Et on le sait, là, les groupes extrémistes vont se faire valoir d'un côté ou de l'autre, là, aujourd'hui ou demain ou dans les prochains jours. Et on n'accepte pas le verdict. C'est très grave ce qui s'est passé le 6 janvier l'an dernier pour la démocratie. On n'accepte pas le verdict populaire. Et ces Américains-là font la leçon partout à travers le monde pour et pro-démocratie. Alors aussi, ça m'inquiète. Tout à fait. On a Martine Hébert qui est avec nous, ancienne déléguée générale du Québec à New York. Elle a été diplomate économique vraiment dans plusieurs États aux États-Unis. Elle a été à New York et à Chicago également. Quand Trump, d'ailleurs, était en Chicago en 2019-2020, quand Trump terminait son mandat dans un certain chaos, il faut quand même le rappeler. Martine Hébert, bonjour. Bonjour Isabelle. Pourquoi c'est important pour les Québécois de suivre ce qui se passe aujourd'hui, Martine? Ben, écoutez, pour plusieurs raisons, je pense que vos invités viennent d'en parler, hein, au niveau mondial, il y a quand même des enjeux là, qui sont importants, mais si on se ramène au Québec, au niveau économique, vous savez, les États-Unis, c'est notre principal partenaire commercial à l'échelle internationale. Le 3/4 de nos exportations, à peu près, vont aux États-Unis. La même chose à l'échelle canadienne. Donc, c'est très, très important pour l'économie québécoise et l'économie canadienne, là, ce qui va se passer aux États-Unis et de suivre ça de près. Parce que, comme vous le savez, dans le contexte actuel, là, M. Trump propose, dans le fond, des solutions pour l'économie là, qui pourraient être très dommageables pour nos exportations, soit d'imposer des tarifs là, de 10 à 20% sur l'ensemble des importations aux États-Unis, peu importe d'où ils proviennent, incluant celles qui viennent du Canada et du Québec. Alors ça pourrait faire mal. Et il l'a répété au cours des dernières heures. Il l'a répété, ça, Martine Hébert. Oui, il l'a répété, mais ce qui est important de savoir aussi, Isabelle, c'est que
les deux partis, autant Mme Harris que M. Trump, ont des velléités protectionnistes, c'est-à-dire qu'ils ont des politiques protectionnistes. C'est juste que les politiques protectionnistes de M. Trump sont plus dommageables que celles qui sont prônées par Mme Harris. Mais Mme Harris, il faut se rappeler qu'elle a été, et ça, les gens ne le savent pas toujours, mais elle a été une des seules sénatrices à voter contre l'accord de libre-écge entre les États-Unis, le Canada et le Mexique. Donc, pour quelle raison, Martine? Est-ce qu'on la seule différence entre les deux, c'est qu'elle ne propose pas des tarifs, d'une part, mais elle dit qu'elle veut renégocier, puis en 2026, il y a une renégociation de l'accord qui va venir. Donc, elle dit qu'elle veut renégocier l'accord. Et c'est ça la différence entre M. Trump et Mme Harris, où elle, évidemment, on n'est pas dans un climat où il y aurait des tarifs. Et pourquoi, on se souvient, Martine, pourquoi Kamala Harris a voté contre l'ALENA de l'époque? Ben, écoutez, ce qu'elle avait dit à l'époque, son argument était à l'effet que elle avait dit, écoutez, dans le nouvel ACUM tel qu'il est là, moi, je trouve qu'il n'y a pas assez de mesures qui prônent la lutte au changement climatique. Donc, c'était ce qu'elle avait évoqué à l'époque. Mais ce qu'on sait, c'est que ces politiques aussi, à l'heure actuelle, sont à l'effet, par exemple, de rapatrier la production aux États-Unis dans certains secteurs. Elle a lancé un grand plan dans le secteur manufacturier où elle promet d'investir dans le secteur manufacturier pour essayer d'attirer les entreprises à investir aux États-Unis et rapatrier la production là. Donc, tu sais, il y a l'accord de libre-échange, bien sûr, sur lequel elle va sans doute resserrer là, certaines règles du jeu, mais il y a aussi ces politiques qu'elle va mettre en place qui sont des politiques protectionnistes, mais qui risquent d'être moins dommageables pour l'économie. L'autre chose qui est moins dommageable, Isabelle, puis là, ben, j'apprendrai rien à personne, disons que Mme Harris est pas mal plus prévisible que M. Trump. Hein? Avec Donald Trump, moi, je me souviens, vous l'avez dit tantôt, j'étais là en 2019, en 2020. Avec Donald Trump, on savait jamais le matin sur quel pied il allait se lever, puis on était toujours à un tweet près du matin pour un nouveau tarif ou encore un accord déchiré. Là. Donc, on n'était pas dans un univers de prévisibilité. Puis ça, ben, ça nuit à nos économies parce que les entreprises, quand c'est pas prévisible ce qui va arriver, ben c'est sûr que ces entreprises-là sont moins enclines à investir, par exemple. Oui, tout à fait. Et ces fameux tarifs, c'est pas rien, là, Martine, parce que si effectivement une augmentation des tarifs de 10, 20, je l'entendais même dire 25 sur certaines denrées canadiennes, ça aurait un impact direct sur le prix des marchandises, ce qui voudrait dire qu'on devient pas mal moins attirant, nous, comme partenaire commercial. Et là, ça aurait sans doute aussi un effet à moyen terme sur le dollar canadien qui serait obligé d'être à la baisse. Notre devise perdrait beaucoup de sa valeur. Fait que là, évidemment, tous les Québécois qui s'en vont en Floride vont dire ça va nous coûter cher. Et ça, c'est important. Ça, c'est une bonne raison de même voir si une autre administration parce qu'on changer. le sait que pour nos exportations, les exportateurs le disent souvent, là, un dollar trop fort, c'est pas bon pour nous. Fait que comment vous voyez ça, tout ça, là, Martine Hébert? Ben, écoutez, c'est sûr que, comme je vous disais tantôt, là, ça va avoir des impacts importants. Desjardins estimait que ça ferait baisser nos exportations d'à peu près 2,5 %. Ça pourrait coûter, j'ai vu des estimations là qui disaient 20 000 emplois. 20 000 emplois? C'est ce qui est important de noter aussi, Isabelle, c'est que c'est sûr que quand on parle des exportations, on pense aux gros secteurs comme l'aluminium, par exemple, hein, mais il y a aussi une foule de joueurs, de moyens joueurs, par exemple au Québec. Je pense à Fruits d'Or qui est très présent, qui est une entreprise québécoise là dans le domaine alimentaire qui est très présente aux États-Unis. La semaine passée, je lisais dans le journal justement un article sur les sœurs Maguire là, qui vendent des chaussures à New York, qui ont peur aussi de subir les contre-coups de ça. Fait que ce qu'on voit là, c'est que ça affecterait une foule de secteurs de notre économie, parce que comme je le disais tantôt, à peu près 75 % de nos exportations là, vont aux États-Unis. Tu sais. Et comme vous l'avez dit, ça joue aussi sur les valeurs monétaires, sur le dollar, parce que les marchés cherchent à se rééquilibrer. Et donc, un tarif, normalement, fait en sorte que le dollar américain devient un peu plus fort. Ça va peut-être aider à rééquilibrer un peu les choses, mais vous savez, en bout de ligne, là, je pense que pour moi, ce qui est fondamental et qui est un déterminant économique très important, c'est aussi la prévisibilité. Ouais. Et force est de constater qu'avec M. Trump, on est pas mal plus dans l'univers de l'imprévisible que dans l'univers du prévisible. On a un auditeur de Gatineau qui dit que Trump ne sera pas bon pour le Canada. Vous êtes d'accord, Martine Hébert?
Ben, et comme j'ai dit tantôt, ces politiques sont moins favorables à nos échanges. Ces politiques sont moins, ils offrent moins de stabilité aussi au niveau de son processus décisionnel, disons ça comme ça. Mais il y en a, il y a clair quelqu'un qui nous dit aussi Kamala ne pourra pas tenir tête à la Chine ou à la Russie. Est-ce que c'est parce qu'on a encore cette impression qu'une femme n'est pas capable de se tenir Non, droit? puis elle a une équipe aussi, là. Je veux dire, elle n'est pas toute seule là-dedans. Là. Complètement, ouais. Mais c'est toutes des perceptions. Oui, elle a une bonne équipe, puis vous savez, les Américains, ça demeure quand même là, une puissance mondiale de premier niveau, là, donc ça va pas changer demain matin. Au contraire, même Kamala Harris va poursuivre les politiques de M. Biden qui a mis en place justement pour concurrencer la Chine dans une foule de domaines. Pensez à sa politique sur les semi-conducteurs, pensez aux centaines de milliards de dollars qu'il a injectés dans l'IRA, l'Inflation Reduction Act qu'on appelle, là, pour investir dans les secteurs, par exemple, comme l'énergie verte, notamment les batteries, la fameuse batterie dont on a beaucoup parlé au Québec, mais dans des secteurs d'énergie renouvelable aussi, dans le secteur des semi-conducteurs. Puis, vous savez, à cet égard-là aussi, il y a une chose que j'aimerais pointer, c'est que le Québec et le Canada, on est attractifs pour les Américains parce que comme ils veulent se défaire de leur dépendance à la Chine, ben ils ont besoin de ce qu'on appelle nos minéraux critiques et stratégiques. Là. Justement, voilà, parce que, excusez-moi de vous interrompre, Mme Hébert, mais est-ce que vous confirmez qu'il y a quand même des États américains, surtout ceux du Nord, qui dépendent de nos produits? Ben oui. Ça marche des deux côtés. On parlait de l'aluminium, 92% de notre aluminium s'en va aux États-Unis. Puis s'il n'y avait pas notre aluminium, ils fermeraient aussi. Ils dépendent de nous. Oui. Puis là où je m'en allais, c'est, vous avez parfaitement raison, puis pas juste les États du Nord. Saviez-vous que le Canada est le premier client pour 34 États américains à l'exportation? Premier client, là. 34, c'est la majorité. Client, absolument. Dans 34 États américains, le Canada est le premier client pour les entreprises américaines qui exportent. Alors, tout ça pour vous dire qu'ils sont pas mal, on est pas mal plus important. Et là où je m'en allais avec mes minéraux critiques et stratégiques, c'est que ça aussi, vous savez, la Chine, ils veulent se défaire de leur dépendance, ils veulent concurrencer la Chine. Donc, ils ont investi dans les semi-conducteurs, je vous le disais tantôt, dans l'énergie, dans les secteurs de la santé, hein, tout ce qui est ça prend des minéraux critiques et ça, nous les avons au Canada. Donc, ce sont des âges qu'on a dans notre jeu, là, et qui fait en sorte que les Américains et Mme Harris, si elle rentre aussi, va poursuivre, en fait, les politiques d'investissement massifs là, qui ont été mises en branle par M. Biden, sous le gouvernement Biden, va continuer avec ça. On est doomed, comme il dirait, pour travailler ensemble de toute façon. Là. Merci beaucoup, Martine Hébert. Merci bien. On fait bien. Ça me fait plaisir. Bonne soirée électorale présidentielle. On fait bien de parler de ça maintenant, mais n'oublions pas aussi que c'est une promesse électorale, là, les fameux tarifs. Là. Puis là, c'est quoi le pourcentage de chances que la promesse se concrétise? On sait aussi que M. Trump est un négociateur. Et je le crois tellement qu'il va le faire. Mais c'est un négociateur, donc peut-être qu'il commence un peu avec le pire scénario, puis on va finir par avoir une entente un peu moins pire. Mais ce qu'il promet aux Américains, c'est peut-être différent de ce qui va arriver une fois que ça arriverait. Hey, savez-vous quoi? Et puis, comptons-nous chanceux de ne pas être chinois, parce que lui, il exige 60% avec la Chine. 60%. Comptons-nous chanceux d'avoir nos propres élections aussi au Canada. On est chanceux de pouvoir faire notre propre affaire. Hey, on peut-tu conclure qu'on est chanceux d'être au Québec? Oui, on est humain chez nous. Oui. Hey. Bon, oui, voilà. Oui, il nous l'aura dit. Oui. Yves Desgagnés, merci beaucoup. On va te faire plaisir. Jean-François, est-ce qu'on met la toune de Charlebois? Oui, regarde, tu vas être content. Yves Desgagnés. Bonne élection, tout le monde. Le monde au complet regarde. Merci, à bientôt.